En 2023, il y a un Américain de 23 ans qui poste sa première vidéo et après seulement 3 jours, il obtient 1 million de vues. Aujourd'hui, il approche des 500 000 abonnés avec seulement 4 vidéos sur sa chaîne. Voici son histoire et ce qu'il faut retenir de lui. Avant de poster sa première vidéo, cet homme a passé 4 ans dans l'ombre à monter les vidéos d'une chaîne à 15 millions d'abonnés. Puis il a rejoint l'équipe de MrBeast où il est devenu l'un des architectes de Beast Games sur Amazon Prime. Plus de 1000 caméras, 22 monteurs, des pétaoctets entiers de rush. Et c'est là qu'il a compris quelque chose que presque personne ne dit à haute voix sur YouTube. Il dit aussi que YouTube perd de ses scènes spectaculaires et a atteint ses limites, que le vrai avantage compétitif aujourd'hui, ce n'est pas la fréquence, ce n'est pas l'algorithme, c'est le montage. Son histoire, c'est l'inverse exact de tout ce qu'on vous raconte sur la création de contenu. Mac Hopkins, on l'a connu parce qu'à un moment, il sort de l'ombre du plus gros youtubeur du monde, MrBeast. Je voulais qu'on revienne un peu sur son parcours, son enfance, ce qu'il a forgé, ses moments de doute. Il aurait pu partir vers le cinéma pour faire de très beaux films à Hollywood. Et non, il s'est dit qu'il fallait qu'il craque la meilleure façon que de produire une vidéo sur YouTube pour être sûr de faire le plus de vues possible en un temps record. C'est presque un mathématicien avant d'être un génie créatif. Est-ce que vous aviez déjà entendu parler de lui ? Ouais, moi j'ai vu là sa dernière vidéo où il convainc un inconnu de braquer une banque. Voilà. Voilà, et j'ai halluciné. Déjà, j'ai vu la miniature, le titre, je me suis dit, je suis obligé de cliquer en fait. Et c'est bluffant. Je suis resté scotché du début à la fin. Alors, on sous-entend, on comprend que c'est une fiction de A à Z, mais c'est super bien fait. C'est du pur divertissement et ça m'étonne pas qu'il ait explosé en 4 vidéos. Donc, je suis curieux de découvrir d'où il vient, comment il en est arrivé là. Et comment on peut s'en inspirer aussi en tant que créateur francophone. Je voulais vous partager son histoire parce qu'il y a un truc qui m'inspire beaucoup, c'est que lui, il se pose pas trop de questions, il fait. Tu vois, il fait, et c'est juste qu'à un moment donné, il a tellement fait qu'aujourd'hui, c'est peut-être un peu plus facile pour lui que de dire non, c'est pas les 100 vidéos qu'il faut faire, il faut se concentrer directement aujourd'hui sur la meilleure vidéo. C'est ce qu'il dit ? Maintenant, avec le recul, on verra à la fin, vous verrez, je vous partagerai un peu ses derniers propos à la fin de l'épisode. Ces types, c'est un petit peu créateur. Exactement. Ouais. Et on va les juger parce que je trouve ça toujours facile. Tu sais, c'est un peu comme quand t'as de l'argent de dire c'est pas l'argent qui fait le bonheur. Tu vois, c'est un peu facile en vrai. C'est de dire faites une vidéo tous les 3 mois, mais sortez la meilleure possible. Ouais. Quand tu démarres, c'est pas ce qu'il faut faire. Surtout, vous allez voir, mais il a eu une très bonne école, quoi. Ah bah, il a eu la meilleure école possible. Allez, raconte-nous, Père Castor. Le profil de base, c'est un monteur avant d'être un créateur. En fait, il raconte qu'il avait développé très tôt une obsession pour les formes, le rythme, l'image, le découpage. Il y a eu un élément déclencheur très jeune, c'est une Sony Handycam. Est-ce que ça te dit quelque chose, Henri ? Oui, car je suis très vieux. Voilà. Qu'est-ce que c'est ? Ça ressemble à ça à l'écran. Influx Prod. Une Handycam avec l'influence de son père, fan de Star Trek. Explique-nous, Henri, parce que ceux qui n'ont pas l'image. Handycam. Écoute, à une époque, avant d'enregistrer, tu sais, les jeunes là qui enregistrent des vidéos avec leur smartphone, comme Paul Barbosa, le Gen Z, par exemple, qui est dans ce podcast. Nous, avant, on avait des caméscopes. Ah bon ? Ok. D'accord. À l'époque, c'est ça. À l'époque, on allait au Maréchal Ferrand le matin. Et on filmait, on vloguait avec un caméscope. Non, mais en fait, nous allions prendre. non, mais oui, mais ça a marqué une époque. En vrai, c'était des petites caméras accessibles que t'achetais à Darty, à la Fnac ou je sais pas quoi, et beaucoup ont commencé là-dessus, quoi. Et en faisant du coup ses premières vidéos avec son père, c'est là qu'il bricole un peu des histoires, image par image, notamment avec des outils très simples, en animant par exemple des stick figures. Je savais pas ce que c'était. Mais je pense que c'est le stop motion, c'est ce qu'on appelait un peu peut-être du stop. Exactement, ouais, c'est des petits bipèdes, c'est que t'animes en animation image par image, quoi. Tu fais une image, tu bouges un peu le personnage, tu refais une image, et à la fin, quand tu colles toutes les images, ça te donne un film. Sachant qu'à l'époque, pour avoir le rendu d'aujourd'hui, il en fallait minimum 25 par seconde. Ouais. Ça fait un peu de taf. Et lui-même, dès le début, il dit que le montage, pour lui, c'est pas une compétence, mais c'est une part un peu de son identité. Et je comprends un peu ça, en vrai. Parce que il y a toujours, perso, un moment que j'aime beaucoup quand on édite des vidéos, c'est ressentir toute l'émotion, transpirer le contenu et me dire vraiment, putain, là, ça peut déclencher quelque chose, le mot, il est juste, la note, le son est juste, le sound effect est juste, enfin, tu vois, et je pense que à la fin, c'est plus une compétence, c'est presque quelque chose qui fait partie de toi.
C'est comme un coureur qui court extrêmement bien, il se dit pas il faut que je cours mieux que la veille, il faut juste qu'il se dise là aujourd'hui je dois être en pleine forme et je dois être au meilleur de moi-même, mais est-ce qu'il se rend compte ou pas qu'il court à 2 km/h de plus que la veille? Je pense pas trop, tu vois. Un monteur, c'est un peu un chef d'orchestre en fait, Complètement. qui met en scène tous les éléments d'une vidéo pour que ça sonne juste. Vous vous êtes jamais levé, parce que souvent on édite assis, sauf Henri qui maintenant fait ses 10 000 pas par jour. Il édite mais en marchant. Parfois, ouais, ça m'est arrivé. 20 000. Enfin, c'est pas une compétition, mais c'est... Moi, il y a parfois, je me lève, tu sais, tellement je suis dans le truc, je fais... Et là, je ressens le son, je me dis, ok, il faut que ça soit là. Et il est comme ça devant je suis exactement comme ça. Mais en même temps, je trouve que ça fait partie de la magie de notre métier. Enfin, je trouve ça cool. Et c'est quand t'as ça que tu te dis, bon, bah, en fait, tu peux aller encore plus loin, plus fort, parce que t'es tellement passionné que tu sens pas trop quand ça fait mal, quoi. Tu vois. On passe ensuite à l'adolescence. Il continue de grandir autour des caméras. Et il organise déjà des petits tournages avec des enfants du quartier. Il fait des courts-métrages avec des jouets, des faux accessoires, des mises en scène. Ce qui est intéressant, c'est qu'il commence pas du coup comme youtubeur face cam. Il commence avec un peu comme obsession la fabrication d'images, mais pas forcément en se mettant en scène lui-même. Et très tôt, il pense au découpage, à la progression, à la tension, à la sensation qu'une image peut provoquer. Vous vous souvenez, vous, c'était quoi à peu près les premiers sentiments que vous aviez quand vous montiez une vidéo? Est-ce que vous réfléchissiez Moi, en fait, au début, je faisais des vidéos de magie quand j'étais tout petit. Et vraiment, quand j'ai... Extrait, on peut ou pas? Extrait, on peut. Ah, génial! Extrait. Juste pour cet épisode, il fallait l'écouter. Et en fait, au début, je faisais pas de montage. Quand j'ai découvert le montage, j'avais l'impression de faire un tour de magie, en fait. C'était vraiment le fait de cutter, de changer de plan en une seconde. Moi, j'ai halluciné quand j'ai découvert Movie Maker à l'époque. Ah, j'étais comme un fou. Mais moi, je peux te dire exactement, et je pense qu'on a eu à peu près le même déclic, moi et Romain, c'est que, est-ce que vous vous souvenez de videocopilot.net? Parce que ça c'était le truc. Je l'ai pas beaucoup utilisé, hein, en vrai. Ah ouais? Non. Putain, en fait, c'était générationnel. En fait, c'était le gars qui a rendu populaire le fait de faire des tutoriels de montage un peu effets spéciaux. Et en c'est fait, un YouTuber. Toutes les vidéos. Ouais, mais non, parce que c'était hébergé sur le site internet. Ouais. Même pas sur d'accord. YouTube, c'est trop bizarre. Et en fait, toutes les vidéos commençaient avec un truc un peu électro qui disait Hey, what's up? Andrew Kramer here, videocopilot.net. Et après, il te faisait des trucs de fou, tu vois. Et ça, moi, c'était le premier moment où tu te dis ah putain, je contrôle des trucs, c'est incroyable, on peut faire ça à la maison, quoi. Moi, j'ai 2 Switch. C'est premier souvenir, c'est quand j'apprends à faire un time-lapse. Ça, je me suis dit, mais c'est ouf, genre de voir le monde qui avance plus vite que ce qu'il n'avance. Et ça, c'est vraiment un souvenir de très jeune, 11-12 ans. Et après, il y a eu Mo plus green screen sur YouTube. Ah, ça. Et ça c'est un mindfuck où je me suis dit, mais en fait, je peux tout taper. J'enlève le fond vert. Il y avait tellement... Et c'était tellement fou pour moi de faire ça. Avec Magix Vidéo Deluxe. Ma vidéo est toujours disponible sur ma chaîne YouTube, du coup, après 15 ans. Il y a toujours mon tuto Magix Vidéo Deluxe. La vidéo date d'il y a 13 ans. Allez la voir. Allez la voir. Allez commenter. Refaites des vues sur ma vidéo Magix Vidéo Deluxe. Allez commenter, je viens de expliquer. Putain, Romain, tu sais qu'il y a un jour où ta vidéo, elle aura le droit de vote, hein. C'est vrai. Non, mais c'est chaud quand même, hein. C'est très très vrai. Bon, on continue. Parce que là, sa vie, elle change un peu. Il choisit la voie du cinéma. Donc, il évite le parcours un peu traditionnel. Il entre en école de ciné et il décroche assez vite du cadre finalement académique. Parce que d'après une interview qui avait été reprise par No Film School, il quitte l'école seulement après 1 an et demi environ. Il était frustré. Il avait l'impression de pas apprendre assez vite les outils avancés, notamment les VFX, les techniques concrètes de fabrication. C'est vrai qu'en école, t'apprends beaucoup de parties théoriques, mais nous, on le voit chez Influx Prod avec des alternants ou des stagiaires. Ils ont raison sur tout, mais ils ne savent rien faire. Ouais. C'est-à-dire, ils savent te dire, la lumière, c'est ça, machin, là, t'as tort, bah vas-y, prends la light, place-la, vas-y, fais. Et en fait, il y a de plus en plus d'écoles de ciné maintenant où tu mets les mains dans le cambouis, mais il y a encore beaucoup d'écoles où, honnêtement, après 1 an, tu ressors avec plein de bases, mais c'est comme si tu avais passé le code de la route. Ouais. Ah, bah c'est super le code de la route, c'est super de savoir lire les panneaux, mais maintenant, si tu peux juste prendre la voiture en main, calculer le piéton, la trottinette qui arrive, le vélo qui klaxonne derrière, l'autre qui te double par la droite et le scooter, tout de suite, tu verras que le panneau, tu le retiens un poil moins, finalement. C'est peut-être que ce qui compte, c'est les vies humaines autour d'abord, tu vois, et après, on s'occupera du panneau qui te... Et c'est un peu ça, je pense, en école qui est toujours compliqué. Pour autant,
ça t'apprend des bases de ouf. Et moi, ça a été un gros regret de pas forcément avoir suivi un cursus scolaire un poil plus long. J'ai quand même bac-2, j'ai arrêté à 16 ans, c'était un poil trop tôt. Je pense que j'aurais peut-être pu faire ce que je fais aujourd'hui en me lançant 3-4 ans différemment plus tard, tu vois, mais avec des bases un peu plus concrètes. Et c'est là, du coup, qu'il décide de pivoter sur YouTube. Et là, on a une première histoire de dingue, puisqu'il rencontre un gars qui s'appelle Eric Decker, plus connu ensuite sous le nom de Airrack. C'est une chaîne qu'ils ont montée ensemble et qui a atteint 15 millions d'abonnés en 2 ans. C'était un duo ou il était derrière la cam? Non, lui, en fait, il apprend YouTube de l'intérieur. Il était derrière la cam. Mais un peu comme la plupart des créateurs, en fait, c'est lui qui donne un peu l'inertie globale parce que c'est lui qui fait le montage de toutes les vidéos de Eric. Ok. Tu vois, donc Ok. il bosse vraiment. Et il développe une compétence au fur et à mesure qui est plutôt rare, c'est comprendre comment garder l'attention, amplifier les émotions, faire monter le suspense, accélérer le rythme, fabriquer une perception de grandeur pour amener le viewer jusqu'à la fin. D'accord. En seulement 2 ans, 15 millions d'abonnés. Et on parle de ça, c'était pas genre avant-hier, quoi, tu vois. C'était, ok, t'es sur le marché US, mais quand même, faut le faire. En 2 ans? Ouais, mais à l'époque, en fait, Erac, c'est un mec, donc c'est le youtubeur en question, qui a, je crois, moins connu en Europe, qui est resté très localisé, parce que pour le coup, Beast, après MrBeast, c'est le premier à être vraiment le youtubeur international, doublé partout et tout, c'était pas cette époque-là. Mais il s'est fait connaître, en fait, il faisait des stunts qui étaient impossibles pour l'époque, genre, il rentrait sans billet dans des concerts ultra fermés. Je crois qu'il s'était fait connaître aussi à LA parce qu'il avait escaladé une tour déguisé en Spider-Man. Enfin, genre, c'est que des trucs qui sont très très viraux et qui sont à l'époque, genre, c'est irrésistible, tu vois. C'est fort. C'est fort. D'oser. Moi, ça me rappelle un peu peut-être Rémi Gaillard à l'époque. Hein, oui, mais il y avait un peu de ça. Oui, oui, c'est vrai. Toi, tu l'as connu à cette époque, Henri? Tu regardais ces vidéos du coup ou pas du tout avec Vidéo Copilot et tout ça? T'étais déjà un peu dans cette ère-là parce que toi, t'as été très vite inspiré par le marché américain, beaucoup plus tôt que moi. Erac, ça arrivait après. Moi, quand Erac fait ses trucs, enfin, je regardais forcément parce que je regardais beaucoup le YouTube US, mais c'était, moi, j'étais déjà full time sur YouTube depuis, je pense, 2-3 ans, tu vois. Donc c'est pas tant, c'est pas ma période, tu vois. Il commençait aussi à s'afficher au fur et à mesure du temps avec Eric, du coup, en vidéo. Donc, il a eu l'habitude, après, très vite, de devenir aussi un élément central des vidéos. Et il voulait comprendre aussi comment être plus que simplement un technicien caché. Parce qu'il se disait, OK, si je veux jouer là-dessus au montage, peut-être que pour être encore plus puissant en montage, il faut que moi, en vidéo, je donne cette intention-là, Ouais. cette émotion-là. Et c'est comme ça qu'il y a un style qui se forme sur YouTube avec des challenges, comme tu le disais Henri, ultra spectaculaires. Voilà. J'ai noté quelques trucs qu'il apprend spécifiquement à travers la chaîne YouTube de Erac. Comment est-ce qu'on transforme une idée simple en événement? Ça, c'est beaucoup de YouTubeurs en entertainment aujourd'hui se posent cette question-là. J'ai une idée simple. Je pense à Olivier Le Motif ou à Océane. Je veux enfermer 10 pauvres et 10 riches. J'allais dire ça, ouais. Voilà. Ouais. Ok, l'idée, elle est là. Maintenant, comment est-ce qu'on transforme ça en événement? Dans un grand hangar, qu'est-ce qu'on leur fait faire? Quels vont être les moments de tension? Autre chose aussi qui me faisait mourir de rire, qui est devenu un running gag sur les réseaux de Océane, c'est les sacs. Les sacs de luxe ou les sacs dans des tailles complètement démesurées. Ils se sont dit comment est-ce qu'on fait d'un running gag d'un simple sac où une youtubeuse présente un sac ultra classique. Bah non, là, Olivier va par exemple faire livrer un colis qui fait 4 mètres par 3 dans lequel il y a un sac qui fait 10 cm par 10 cm. Et le running gag, c'est d'attendre que tout l'unboxing se fasse pour avoir le sac. Ou alors, à l'inverse, tu vois, avoir des sacs qui sont juste gigantesques avec lesquels tu peux pas marcher. Comment est-ce que tu transformes une simple idée en un événement visuel qui fasse que tu choques les gens, que tu retiennes l'attention des gens? Mais ça, c'est hyper dur, hein. Et je trouve en francophonie, on en a vraiment des très très bons. Je trouve que Squeezie et Amixem sont très bons là-dessus, hein. Notamment, moi, c'est un exemple, je crois que j'avais déjà parlé dans Speakeasy même, mais je trouve que, tu vois, le jeu qui a un peu fait la chaîne de Squeezie de manière moderne ces dernières années, c'est l'imposteur. Et tu vois, l'imposteur, c'est des tout petits détails qui peuvent te paraissent bateaux, mais qui, en fait, changent absolument tout. Typiquement, le fait qu'il y ait un des menteurs qui soit l'ami de quelqu'un qui est dans le groupe, ça rajoute un enjeu pendant 1 heure de jeu qui est énorme. Alors que c'est un détail de la mécanique de jeu, mais ça change absolument tout. Je trouve que c'est un des talents sur YouTube les plus difficiles, ce truc-là. Et puis, pour ce concept-là, je pense que tout était presque facile à mettre en œuvre. Et quand on arrive avec cette idée-là de se dire non, mais l'imposteur, ça doit être
un ami ou une connaissance d'une personne sur le plateau. Et là, tu te dis, oh putain, le casting. Ça va bordel, être un tout de suite. enfer. Le casting pour trouver les gens qui Parce soient que OK. c'est 15 fois plus dur à mettre en place. Évidemment. Alors Ah oui. que sans cette contrainte-là, mais tu peux en faire un par semaine. Une fois que tu es dans un studio setupé, c'est que des comédiens à recruter. Tu as des agences partout dans Paris qui le font. Quand Romain dit 1 par semaine, il entend 5 par jour. Hein. C'est le... Non, mais presque. C'est vrai que tu te dis 2 heures de tournage, tant que tu as l'équipe de prod derrière qui gère, le studio change pas, c'est presque faisable, tu vois. Ouais. Mais c'était pas l'intention. Je pense que après, j'aime beaucoup aussi le côté rareté. Je pense que c'est pas parce qu'un format fonctionne qu'il fonctionnera aussi bien si t'en fais un par semaine. Ah, mais Au c'est contraire, sûr que ça je pense pas du se tout. serait essoufflé au bout d'un moment. Complètement. La tension dans une vidéo YouTube. Au départ, on démarre YouTube avec un face-cam. Enfin, moi, honnêtement, quand je présentais des objectifs photos ou des produits tech, je me disais pas à quel moment je mets une tension dans ma vidéo YouTube. Et pourtant, c'est important pour le spectateur, c'est ce qu'on connaît au cinéma depuis des années. Rendre un montage plus grand que le tournage réel. Ok. Ça, je l'ai trouvé très fort. Parce que combien de YouTubeurs se font chier en tournage réel, vraiment s'ennuient, voient le temps passer, c'est long. Parfois, c'est 4, 5, 6 heures de tournage. Et à la fin, pour l'avoir parfois déjà vécu, je me dis, mais on a vraiment ce qu'il faut là? Et tu vois le tournage et tu transformes 5 heures de rush en 45 minutes de fou furieux. Et c'est vraiment impossible parfois d'envisager à quel point un tournage peut être long, fatigant, épuisant avec le rendu du montage qu'on a. Donc ça, c'est vraiment une compétence à avoir. C'est même si je filme quelque chose qui est à 70% une bonne idée, comment est-ce que mon montage peut l'emmener à 90%? Installer une identité visuelle et un rythme reconnaissable. On commence à parler de direction artistique. Je ne sais pas si on imagine en une chaîne YouTube, 15 millions d'abonnés, 2 ans seulement, tout ce que le gars apprend. Produire du contenu pensé pour être vu vite, compris vite, ressenti vite. Ok. On n'a pas le temps du cinéma. On peut pas installer une tension en 2 heures où à la fin du film, tu te prends une claque de fou parce que de toute façon, si tu pars, t'as perdu 30 balles. En gros, vu les prix des ciné. J'y suis presque. Au pâté Paris, on est presque à ça. Combien ça coûte un pain en chocolat, Robin? Entre 60 centimes et 1,10 € en fonction d'où tu es en France. On est pas Jusqu'à mal, 5 ça va euros. Mais c'est... non, c'est bon. C'est plus un 60, mais ça passe. Ah, ça dépend. 60 Je centimes, je t'emmènerai suis chaud chez d'avoir Cédric Grolet l'adresse. à Monaco, tu verras, Paul, tu m'inviteras. Voilà, il est là. Ça, c'est Romain qui est là. Passé cette longue et très bénéfique période d'apprentissage, ça y est, on arrive en 2023, le lancement de sa chaîne personnelle. Et là, il a un discours ultra révélateur. Il dit que YouTube manque de contenu émotionnel. Il oppose en substance le spectacle pur à quelque chose de plus ressenti, plus narratif, plus humain. Il suffit pas juste de mettre des trucs qui explosent partout et de faire des trucs de ouf. Bah, il faut quand même l'expliquer à un moment et il faut que ça serve le propos, toujours. Voilà, non, mais c'est en ce que fait, je dis. Romain, en substance, il a fait du filmmaking sur YouTube, mais au format YouTube. Tu sais, il y a eu toute une phase un peu web-série, court-métrage sur YouTube, mais juste lui, j'ai l'impression qu'il a créé un peu ce code audiovisuel qui est à moitié entre du film, de la série, mais en même temps on parle face cam, mais en même temps c'est assez spécifique quand même, je trouve, c'est comme code. Faut voir sa vidéo braquage de banque notamment, mais j'avoue que moi au début, au premier visionnement, j'étais pas fan parce que j'étais en mode oui bon bah c'est complètement fake évidemment, tu vois, mais à revoir, c'est vrai qu'il y a un langage qui est quand même vachement intéressant. C'est pas du tout du MrBeast pour le coup. Je trouve qu'il y a Non, ouais, c'est quelque filmé chose de différemment, différent. il y a une narration différente et on est Non. plus proche effectivement des codes du cinéma mélangés avec YouTube que du. Mais en même temps, c'est pas ça. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Non, c'est intéressant. Et ça a été presque en même temps le lancement de sa chaîne YouTube avec le fait qu'il commence à travailler avec MrBeast sur les Beast Games notamment. On va en reparler parce que c'était une production de ouf. Il lance sa chaîne avec 4 vidéos seulement aujourd'hui. Il atteint déjà 500 000 abonnés. Plus d'1 million de vues en 3 jours sur l'une de ses dernières vidéos. C'était énorme. MrBeast dit lui-même que ça peut devenir le prochain YouTuber numéro 1 mondial. C'est fou. Même si derrière toutes ces idées, il y a plein de choses très vraies, je pense qu'il y a un truc qui va être décisif, c'est est-ce qu'à un moment donné, il y a un partenaire, un fonds d'investissement, un investisseur qui le suit pour financer beaucoup plus gros que ce qu'il peut se permettre de financer. Parce que ça a été un enjeu colossal et un enjeu de timing avec MrBeast, c'est je gagne 100 €, je réinvestis 100 €, je gagne 500 €, mais aujourd'hui, on n'est plus dans la même économie non plus.
Mac Hopkins, là, il démarre avec déjà un niveau tellement haut que ça lui coûte beaucoup plus que ce que lui rapporte pour l'instant ses vidéos. Donc, on est plutôt dans un effet à échelle inverse. On est plutôt en train de se dire, il y a un gars qui flaire plein de bons coups. Il faut qu'on croie en lui et qu'on mette du pognon sur lui pour qu'il puisse continuer de flairer des bons coups et être en croissance, versus MrBeast où le timing dans lequel il a commencé lui permettait de prendre du temps pour au fur et à mesure grossir avec cette stratégie long terme. Tu penses qu'aujourd'hui, on n'a plus le temps ? On ne peut plus commencer en bootstrap petit à petit ? Moi, je pense que oui. Si, ouais. ça dépend ce que tu veux faire. Si là, il a envie de continuer de faire du Hollywood avec des effets de fou, je pense par exemple à Loris que j'adore. Loris, comment se prononce son nom ? À chaque fois, j'ai peur de l'écorcher. Gugliano. Moi, c'est juste Loris, hein, c'est plus simple. Bon, À chaque fois, Loris. Ouais. Mais aujourd'hui, je suis pas sûr que sans Canal, il aurait pu lancer, tu vois, son format en plein Paris avec tous les happenings qui se passent, avec les amendes à payer, avec casting. Je pense que c'est le casting. C'est le casting qui a aidé. Déjà, quand une émission a un budget amende de prévu, c'est une bonne émission. Il y a une ligne. Ouais, mais on se rend pas compte. Ça va vraiment très très vite. Hein. Enfin, une soirée de Loris peut coûter. Les gens se rendent pas compte. Hein, mais je me suis amusé 2 secondes à faire le calcul. T'es entre 30 et 60 000 euros la soirée, quoi. Ouais. Et tu comptes sur des partenaires pour t'offrir des choses spectaculaires comme le Stade de France, que tu payes pas, évidemment. Ouais. Mais 30-60 000 euros la soirée, même si tu fais 2 millions de vues et que tu prends 20 000 euros de monétisation YouTube, tu prends peut-être en plus, un gros partenaire qui peut peut-être mettre 35, 40 000 euros, je sais pas, peut-être un peu plus, tu vois, je sais pas, ça doit dépendre des partenariats. Bon, faut être sûr de rentrer dans tes coûts, quoi. Parce qu'en général, quand tu as une idée bien con qui coûte très cher, elle n'est pas encore financée. C'est-à-dire que tu as envie de démarrer, tu prends un peu l'argent que tu avais gardé de côté derrière et puis tu espères qu'il y a quelqu'un qui te suive. Donc, pour se rendre compte, non, c'est pas juste il se met un costard, il prend son iPhone et il va filmer. C'est l'épisode avec Leila Bekti où il ramène des moutons en plein Paris 16 sur Troca. Putain, les gars, vous vous rendez compte qu'il y a des gens dont ça a été le métier de booker un énorme camion pour faire rentrer des moutons dedans, de se poser la question de la sécurité des moutons pour pas qu'ils aillent sur la route, de comment est-ce qu'on fait passer un mouton par-dessus la barrière qui est présente, comment est-ce qu'on amène un lit. Ok, le lit, si tu le poses à 15h en fonction de la température qu'il fait, il va être complètement humide, ils ne pourront pas se mettre dedans. Est-ce qu'on change les draps ? Non mais tu vois ce que... moi qui commence à bien aimer participer à ce genre de prod, le nombre de questions pour une scène qui dure 3 minutes en outro, mais c'est fou, c'est fou. Et là, on se parle d'une échelle française, Canal+, Loris. Quand on parle des US, le coût d'une vidéo, Henri, à peu près, c'était quoi de MrBeast au fur et à mesure, là ? Ça se chiffre en millions d'euros, mais je me rends plus compte. Oui, je pense pas aujourd'hui qu'il fasse une vidéo en dessous d'1 million. Hein. Je pense pas que ça existe. Pour moi, c'est même beaucoup plus maintenant. Non, parce que t'as des trucs, tu sais, après, c'est des investissements d'infrastructure et les Américains sont très forts à ça, mais une fois que t'as acheté le hangar, quand tu fais une vidéo et les mecs doivent rester dans le cercle, bon, les grands coûts d'infrastructure sont déjà absorbés, tu vois ce que je veux dire. Après, c'est de la prod audiovisuelle, mais c'est pas non plus des coûts absolument délirants. Mais c'est intéressant parce que du coup, Mac, le type dont on parle dans cet épisode de Speakeasy, c'est quelqu'un qui a beaucoup appris des premiers youtubeurs entre guillemets, des gens un peu en avance, tu vois, de Erag, il a été chez Biz, donc il y a un peu ce côté école. Et si les gens sont restés jusque là dans le podcast, que ça les intéresse, moi ce que je peux leur recommander, c'est de s'abonner parce qu'on prépare un épisode sur que sont devenus les premiers youtubeurs pour justement revoir un peu cette historique. Donc si vous avez aimé si vous aimez ce que vous écoutez là, abonnez-vous parce que si on atteint les 10 000 abonnés en tout cas sur Speakeasy, on préparera un sujet un peu là-dessus si ça vous intéresse. C'est tout le sujet du podcast, parler de creator economy, de business, des insights qu'on vit au quotidien avec Paul, Henri et moi-même. Après ce lancement de chaîne YouTube, on arrive au moment clé, il rejoint l'équipe de MrBeast. Il montre l'une de ses vidéos à Jimmy et Jimmy lui aurait dit que c'est la meilleure vidéo qu'il ait jamais vue de sa vie. Ah ouais, c'est comme ça qu'il s'est fait recruter finalement. Voilà, alors la formulation elle est forte, ok, mais le point important c'est Mac, il n'entre pas chez MrBeast comme exécutant banal, il entre comme profil créatif pour son niveau exceptionnel. Donc c'est lui qui va donner les intentions créatives, qui va gérer les équipes. Alors c'est une étape clé parce que chez MrBeast, il passe d'un YouTube déjà très produit à finalement une machine de guerre
quand il arrive. Il apprend plus seulement à faire des vidéos fortes, une fois de temps en temps quand c'est pour sa chaîne YouTube. Là, il apprend à faire des vidéos massives, mais toutes les semaines. Parce qu'entre ce que va tourner MrBeast et le nombre de vidéos à préparer pour que MrBeast puisse passer dans chaque vidéo YouTube dans la même semaine au même endroit, en fait, dites-vous que c'est comme s'il y avait 2 vidéos par jour de MrBeast qui étaient filmées la même semaine. Sauf que pour préparer les 2 vidéos par jour, quand il t'en faut 14, il faut les préparer déjà depuis 6 mois, 1 an, avec toutes les équipes. Et c'est là où, à ce niveau-là, le montage, il sert plus juste à rendre une vidéo dynamique, il sert vraiment, pour le coup, à orchestrer, j'ai noté ça comme ça, un chaos gigantesque. Parce que je ne saurais même pas imaginer ce que ça veut dire. C'est joliment dit. De toute façon, la prod audiovisuelle, en général, c'est organiser le chaos. Et à cette échelle, je n'aurais pas envie de le faire. Tout simplement. C'est comme ça qu'il devient l'un des profils clés des Beast Games pour Prime Video. On remet les crédits. Il est crédité dans Beast Games comme lead editor, co-host, co-creator, writer. Ah oui, quand même. Tu te dis, c'est pas juste un monteur. Non, là, on a passé vraiment une étape de fou. Pour le premier épisode des Beast Games, Mac Hopkins gère 1100 caméras. Ça, c'est selon Pro Video Coalition qui l'a noté. L'article dit aussi que rien que les rushs du premier épisode prendraient environ 2 ans à regarder intégralement. La saison entière des Beast Games représente plus de 1,7 pétaoctets de données. En termes d'équipe de post-prod, on a 22 monteurs, 23 assistants monteurs. Un assistant monteur, c'est par exemple la personne qui va faire ce qu'on appelle l'ours. Donc, elle va commencer à prendre les meilleures séquences, des meilleurs passages, à organiser la piste. Qu'est-ce que ça fait d'autre, un assistant monteur, Henri ? Un assistant monteur, en fait, ça organise énormément. Hein. Le gros bordel, c'est d'organiser, parce que si tu t'imagines sur ce genre de production, toutes tes caméras... Ouais, tes caméras, elles sont... En fait, 1100 caméras, c'est pas organisé à la main, c'est impossible. T'as plusieurs trucs. Tu vas avoir du timecode, donc c'est un petit flux de données temporelles qui permet de synchroniser plusieurs caméras entre elles. Mais il faut quand même, tu vois, organiser les séquences. Genre, même avant même de commencer à faire une première version de montage, genre ça, c'est la séquence où machin gagne ce truc. Et du coup, on a 7 grappes de caméra de cet angle, 7 grappes de caméra de cet angle. Et après, t'as un monteur au-dessus qui va faire l'assemblage, tu vois. Mais c'est beaucoup de rangement, quoi, à cette échelle-là. Et tout ça, dans quel délai ? Le début du montage des Beast Games, des Beast Games démarre la première semaine de septembre. Le verrouillage des 10 épisodes doit être fait avant le 17 décembre. Ah ouais. Ouais, c'est quelque chose. Là là. Je sais pas si on imagine. Il dit qu'il regarde chaque plan en se demandant comment est-ce qu'il pourrait être mieux. En fait, quand il voit un plan, Mac Hopkins, il se dit pas « Ah tiens, il est beau », il se dit « Ok, ça c'est la V1 de mon plan existant. Comment est-ce que je le fais vivre pour qu'en V10, ça soit version 10, ça soit un truc exceptionnellement plus fou que ce qu'on a fait là ». Sachant que les Beast Games, déjà la scénographie et tout est organisé pour que l'image soit magnifique. Même si tu filmes avec ton iPhone, tu as déjà un rendu qui est complètement fou, comme au cinéma. Donc il utilise évidemment beaucoup After Effects pour améliorer, enrichir les plans. Il considère que le montage est le cœur absolu d'une chaîne YouTube, donc il veut vraiment mettre à chaque fois son énergie à fond dedans. Et ensuite, il y a une approche aussi où il essaie vraiment d'amplifier les pauses, les micro-émotions, le suspense, la lisibilité. Et du coup, son fardeau, c'est de louper un plan. Sauf qu'on l'a dit, il mettrait 2 ans à tout voir. Donc en fait, les monteurs et les assistants monteurs sont vraiment là pour lui dire, là, je pense qu'il se passe quelque chose, qu'est-ce qu'on met ? Là, à ce moment-là, il pleure, qu'est-ce qu'on met ? Non, le moment où il pleure, c'est pas intéressant, c'est trop banal. Par contre, le moment où il s'apprête à pleurer, on sent une tension de fou, faut que tu remettes la musique à ce moment-là. Et on fait croire qu'il a pas pleuré après, et on remet la séquence où il pleure pas et où il joue après, comme s'il avait réussi à se surmonter en termes d'émotion. En fait, c'est ça qu'il fait. Et je trouve que c'est un taf incroyable. Honnêtement, moi, ça me passionne. Quand j'arrive à prendre le temps de le faire à notre échelle, je trouve ça déjà trop cool, tu vois. J'ai vu que là, tu avais fait une story il n'y a pas longtemps où tu recherchais justement un monteur du niveau d'un exemple que tu montrais. Ouais, on a besoin de plus en plus de réalisateurs-monteurs, de vrais designers, presque des architectes d'intérieur, des artistes. Surtout pas, et je le dis comme ça... Des architectes d'intérieur ? Ouais, parce qu'ils ont un goût du design. Des cuisiniers, des gens... Non mais, on l'a remarqué. En fait, quand on regarde les sites internet qui collent aux directions artistiques auxquelles on est sensible, en fait, il faut que ça soit des gens qui ont un œil.
Et je suis désolé, j'adore par exemple, tous les gens qui se définissent Minia Maker sur Twitter, c'est super. Mais à part foutre du contraste, de la saturation à x10, prendre un petit carré, un petit carré sur la photo, faire de la générative AI avec Photoshop pour rajouter un collier qui n'existe pas et me vendre la Minia à 150 balles, j'en ai rien à foutre, tu vois, vraiment, mais rien à foutre. Et clippez-moi ça. Le vrai enjeu pour nous, c'est de trouver des gens qui ont un œil artistique. Ça passe par parfois des réalisateurs, ça passe par des designers, donc ça peut être des architectes qui ont une appétence surtout pour le côté numérique, tu vois, qui développent leur goût. En fait, c'est des gens qui ont un goût. Et là, il y a des cabinets avec qui on échange qui nous disent en vrai, telle date et telle date, pour l'instant mes équipes sont pas prises, si vous voulez, je vous fais une bannière YouTube. Mais la bannière YouTube, mon gars, c'est pas la bannière YouTube que tu as l'habitude de voir. C'est une photographie, le truc. C'est sublimissime. Et j'allais dire, n'hésitez pas à contacter Romain si vous êtes pisciniste. Ça y est, son email est en haut de l'écran. L'email est partout, on regarde, on a beaucoup de propositions, mais on dit non à honnêtement 90% parce qu'on sait que ce ne sera pas le niveau direct pour pouvoir être déployé. Aujourd'hui, je ne peux plus prendre le temps, ni même toutes les équipes, pour former à chaque fois. C'est pour ta chaîne, c'est pour InfluxProd ? InfluxProd au global. Ouais. Okay. On a vraiment des clients qui peuvent aussi être des clients institutionnels, qui peuvent être des très grandes personnalités publiques sur lesquelles on ne communique pas encore. Et je veux le meilleur niveau, quoi. Et quand certains clients nous disent non, mais il faut que ce soit vous qui regardiez, vous personnellement, je dis ok, super, mais quand il y a 50 podcasts ou 50. Voilà le lien Stripe. Voilà. À un moment, tu dors plus sinon. Exactement. Quand vous entendez tous ces conseils et tout ce qu'a appris Mac Hopkins, est-ce que vous vous dites c'est bon, c'est les US et ça nous sert pas? Ou en vrai, non, il y a quand même beaucoup de choses à comprendre, à appliquer, parce qu'en fait, le seul enjeu, moi, de ce que j'ai compris, c'est comment est-ce que je touche un être humain que je ne connais pas à travers un écran. Et on met toute l'énergie possible pour que cet être humain se sente touché par le sujet sur lequel il a décidé de cliquer. C'est ça, et je trouve qu'un des conseils qui donne bien, qui m'inspire perso, c'est vraiment la notion de montage et de rythme. En fait, tu peux vraiment juger une vidéo YouTube au rythme qu'elle a et au sens du détail mis dans le montage, tu vois. Et ça me parle beaucoup parce que c'est toujours un enjeu d'essayer de faire mieux, d'avoir des bons monteurs autour de toi pour transformer le message que tu as en une vidéo qui touche les gens. Et ça, il l'explique bien. Et pour avoir vu ces vidéos, je trouve qu'il le fait aussi bien. Donc ça m'inspire beaucoup. Ouais. Je pense que c'est le plus dur, c'est de trouver un réalisateur-monteur qui a un vrai rythme. Ouais. Qui a cette appétence pour le détail, l'émotion. C'est pas évident, je trouve. En fait, je pense qu'il est en train de définir un peu un nouveau genre et une espèce d'évolution du langage cinématographique à l'ère de YouTube. Et en même temps, ce qui est compliqué quand tu analyses son travail, c'est que d'ici les prochaines années, on va voir d'autres gens qui s'inspirent de ce qu'il est en train de faire pour le faire un peu différemment à leur sauce et tout. Je pense que ça va être un genre. Tu vois. En revanche, ce qui est très compliqué, c'est d'en tirer des best practices tout de suite et des conseils parce que, en fait, juste, le mec est très fort à ce qu'il fait. C'est compliqué de. Tu vois, comment t'apprends à quelqu'un à être le meilleur patineur artistique non, c'est juste cette personne est trop forte. Voilà, tu vois. Genre, c'est compliqué, quoi. Vous croyez au talent? Je pense qu'il vient par le travail. Ça fait partie. En fait, il a fait énormément de vidéos. C'est pour ça qu'il est bon aujourd'hui. Je pense pas. Alors perso, je pense pas qu'il soit né avec une appétence pour le montage ou le rythme narratif. Tu vois. Je pense que ça s'est construit. Ah, tu penses ? Au fur et à mesure. Ouais, je pense. Moi, je trouve franchement que, en fait, le boulot en fait forcément partie. Mais par contre, t'as des gens qui ont qui genre naturellement sont excellents à quelque chose, tu vois, ont une appétence pour quelque chose, tu vois. Moi, je sais qu'il y a des trucs où je suis naturellement très bon et des trucs où genre même en travaillant, je suis très mauvais, tu vois. Mais pour atteindre ce niveau-là, tu peux pas compter que sur ça, en fait. Ah non, bien sûr que non. Par contre, je trouve que l'espèce d'appétence naturelle des uns et des autres pour tel ou tel domaine, ça existe, tu vois. C'est comme ceux qui font la différence entre Ronaldo et Messi en disant Messi c'est le talent, Ronaldo c'est le travail. Ça y est. Non mais c'est vrai. La Coupe du Monde, ça y est, on a perdu Paul. Non mais en fait, il
il y a aucun. Enfin, le Messi, c'est pas le talent, c'est autant le travail que Ronaldo. Et c'est la même chose ici. Tu peux pas dire que c'est du talent en fait. C'est juste que le mec, on le voit depuis l'enfance, il est sur le montage, donc c'est normal qu'aujourd'hui ça fonctionne très bien. Et parce qu'il a jamais lâché. Moi, je crois davantage à ça. Et une réalité parfois qu'on raconte peut-être pas assez, il a jamais eu de vie normale. Il a sacrifié ce que plein de gens seraient peut-être pas prêts du tout à sacrifier pour avoir ce niveau d'excellence-là. Je serais curieux de savoir le nombre de nuits qu'il a passé dans son studio, le nombre de fois où son ordi a crash et il a tout relancé, il a tout refait depuis le début sans perdre espoir. Le nombre d'anniversaires d'Ami Loop et le nombre de voyages enfin tu vois, c'est pour ça serait réducteur de dire que c'est le talent. Complètement. Et c'est pour ça qu'on peut pas non plus dire non, lui il est talentueux, impossible, laisse tomber. Mais non, moi je crois que c'est possible d'atteindre un niveau comme ça. Faut juste le faire petit à petit, quoi. Je pense rester constant. Quand on dit que tu es talentueux, c'est que tu as travaillé suffisamment dans un domaine longtemps qui te passionnait. Parce que je pense que tu ne peux être talentueux que dans un domaine qui te passionne et que si tu mets la force de travail nécessaire dans ce domaine qui te passionne. Mais à mon sens, même si tu travailles beaucoup est-ce que c'est un sur pro un ou pas sujet, si tu travailles beaucoup, pour ceux qui ont écouté le dernier épisode, sinon c'est que vous n'êtes pas abonné à Speakeasy, il faut le faire tout de suite et aller voir le dernier épisode. C'est un pro. Je suis revenu sur mes propos, Paul. Je pense vraiment que la passion t'aide à encaisser les moments très difficiles que le travail et la rigueur vont te pousser à vivre. Je pense qu'il n'y a aucun, là on parle de YouTube, il n'y a aucun YouTubeur pro talentueux aujourd'hui qui n'est pas passionné par son travail. Ils sont tous passionnés, tu penses ? C'est impossible. Je pense qu'il y en a qui sont c'est là. beaucoup trop dur. Ah ouais ? Ouais, je pense que c'est beaucoup trop dur parce que il y a tellement d'aléas, il y a tellement de choses que tu contrôles pas, il y a tellement de choses qu'on n'explique pas. Combien de créateurs sont venus nous parler pour nous dire putain mais je comprends pas, machin il a fait cette vidéo, moi j'ai fait la même, je fais pas de vues. Si t'en es là et si tu t'acceptes pas tout ça, tu tiendras jamais dans le long terme, c'est impossible. Et c'est fou. Enfin, parfois, quand je me présente, j'ai beau dire les interviews de fous et tout qu'on a fait. Non, les gens, ils retiennent un truc, c'est que ça fait 15 ans. Ça choque tout le monde. Moi, je suis en mode, bah oui, ça fait juste 15 ans que j'aime ça, donc je continue de le faire. Ça me paraît pas fou, tu vois, à dire. Mais en fait, je pense que vraiment, les gens ne sont plus habitués de voir des gens travailler dans un seul domaine, faire la même chose tous les jours pendant si longtemps. Mais je pense que c'est ce qui crée... c'est comme... Enfin... Pour moi, c'est comme dans ta vie perso, quoi, tu vois. C'est très rigolo de vivre une amourette les 48 premières heures. Ah, c'est rigolo, machin et tout. Mais putain, ce sera jamais aussi fou que quand ça fait 10, 15 ans que t'es avec la personne. Tu te connais par cœur, t'as plus besoin de parler, t'as un regard, tu sais exactement. Tu vas avoir des mimiques, tu vas avoir des rires, tu vas avoir des trucs internes que juste tu vas comprendre alors que t'es en public. Enfin, je trouve qu'il n'y a pas plus beau que le long terme pour apprécier le domaine ou la chose vraiment dans sa complexité, tu vois. Et je pense que c'est vraiment le seul truc que je dis à chaque fois aux gens, c'est 1, démarrer et 2, n'arrêtez jamais. Et c'est ce qui fait la différence entre quelqu'un de talentueux, justement, et quelqu'un qui ne l'est pas, c'est vraiment le temps. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a tendance à, c'est pas systématique, mais on a tendance à lâcher à la moindre difficulté en se disant, je sors ma première vidéo, ça marche pas, c'est pas fait pour moi, je suis pas talentueux, je vais faire autre chose. En fait, non, c'est partie du process. Parce que ce qu'on te vend, peu importe le domaine, c'est du gain de temps. Uber Eats, c'est pour pas avoir à aller faire les courses ou être au restaurant. C'est de la facilité même. Ouais, c'est ça. Tout est facile. Et c'est ça partout. Les avions, tu peux les commander 1 heure avant de partir. Le train, c'est pareil. Tu veux acheter un truc sur Amazon, ça arrive en 24 heures. Et finalement, tout notre monde aujourd'hui est régi par la rapidité et par le prix. Oh, si c'est pas cher et si c'est rapide, c'est trop bien. Moi, en général, ça veut juste dire que c'est de la merde. Ça m'inquiète beaucoup. C'est tout l'inverse. Ça dépend. La plupart du temps, c'est quand même... Prends un mobilier, par exemple, tu vas prendre certains meubles qu'il y a là chez Influxprod, ils sont pas livrables en 24 heures. Mais en même temps, bah oui, il a été fait sur mesure. Il est trop beau. C'est une très belle table. Il est verni 4 couches. C'est bah ouais.
Et quand les gens viennent, ils disent oh putain il est bien le studio. Bah en fait on les a pensés comme des appartes. Donc oui, moi je reste là la journée, je peux manger ici comme un déjeuner de famille. Romain dort là d'ailleurs, il faut le savoir. Je suis en train de setuper un canapé lit parce que il y a des nuits un peu trop courtes, donc on est en train de setuper un canapé lit dans mon bureau, je te jure. J'en peux plus. Quand on finit des prods à minuit et demi, que je dois être là à 7h, j'en ai marre. On va voir Romain en claquettes se balader comme ça dans les couloirs. Oh là là. Non, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut au contraire chérir. Tu sais, le temps long, je trouve que ça beaucoup plus intéressant et plus excitant que le temps court. Ah mais pareil. Voilà. Mais n'oubliez pas en tout cas, si vous vendez quelque chose à Romain, il aime quand c'est lent et hors de prix. C'est à challenger. Je vais voir si... En tout cas, il faut pas... Je pense que je suis d'accord avec toi sur un truc. Il faut pas être pressé. Et c'est mieux d'avancer lentement, mais de tenir et d'avancer pas à pas que de faire un sprint comme ça et de se péter la gueule et de pas se relever, quoi. Mais ça vaut vraiment pour plein de trucs, hein. Enfin, la plupart des opportunités, quand on te dit « Ah, mais là, c'est maintenant, ça se représentera jamais », en général, mais vraiment, 90% du temps, c'est de la merde. Mais de la merde. Si vraiment tu devais rencontrer les bons associés, le bon truc, le bon machin, le truc, ça va se faire sur un temps long. Les meilleurs coups que j'ai pu faire dans ma vie, c'est des trucs qui ont pris des mois, voire des années. C'est pas du tout... Parfois, ça s'appelle de la chance. Oui, c'est comme un ticket à gratter. C'est cool, tu peux aller au casino et tout, ça peut arriver. C'est rigolo, c'est de la chance. Mais c'est pas comme ça que tu peux baser ta vie sur 60 ans. C'est pas possible. C'était un super épisode, en tout cas. J'ai adoré. Et allez voir les vidéos, du coup, de Mac Hopkins, si je le dis bien. Ouais. On mettra le lien dans la description. Ouais. Carrément. Et puis, lancez-vous et mettez vos chaînes en commentaire. Romain ira voir chaque vidéo. Et vous enverra un mail. Non, par contre, continuez à postuler pour notre émission d'analyse de chaîne, parce qu'on a eu des super profils qui ont postulé. Il y en a, voilà, sur le diagnostic, il y en a plusieurs qui arrivent, et je suis assez content des profils qu'on a là, c'est cool. Ouais, c'est un super format. À très vite. Salut. Merci.